Marine Tourdelier est-elle la reine des noisettes, mais des noisettes bio? C'est la question que nous allons nous poser avec Chris aujourd'hui, car comme vous le savez actuellement, la gauche est en recomposition, tout le monde se met en ordre de bataille pour la prochaine présidentielle. Il y a ceux qui veulent faire l'union, il y a ceux qui veulent partir tous ensemble, mais pas avec certains. Il y a ceux qui continuent à se raconter qu'en étant coincés entre le pôle du PS de gauche de droite et le pôle, on va dire LFI de gauche, ils vont pouvoir créer une grande union dans laquelle ils seront centraux. Et comme vous le savez, nous avons la théorie de la noisette qui est qu'en réalité, quand on est au centre de deux forces qui sont non réconciliables, on pense être central, mais en réalité, on va se prendre les deux forces sur la gueule comme un casse-noisette et finir comme la noisette dans le casse-noisette. Donc, pour cela, aujourd'hui, nous allons regarder Marine Tondelier, qui a pris la parole sur France Inter pour parler de ses grandes envies d'union. On va analyser tout ça avec Chris de Position Revue. Chris, salut, comment tu vas? Bah ça va pas mal, ça va bien même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de duo tous les deux pour des problèmes Oui, techniques, hein. On oui, est transparent avec nos viewers, hein. Donc oui, c'est grâce compliqué. grâce à vous, grâce à votre soutien, on va pouvoir changer de setup. Voilà, donc on va Oui, pouvoir faire plus de vidéos, avec une meilleure qualité. Voilà. Donc là, on est en train de pousser les ressources à leur maximum. Il peut y avoir un c'est ça, crash, on ne sait pas. Voilà. exactement. Nous sommes en train de terminer nos PC qui ne sont pas faits pour ça, hein. Voilà. Donc non, au-delà de ce petit instant logistique et d'intendance. Non, c'est intéressant. On a beaucoup fait avec Padu les noisettes. Bah, c'est un truc qui est intéressant quand même de faire le paysage politique. Tout le monde essaye un peu de tirer de la couverture à soi. Ça va aller très vite, hein, les prochaines échéances électorales. Normalement, les prochaines, c'est les municipales, donc dans un peu moins d'un an. Maintenant, c'est en mars 2026. Et ensuite, bah, vous allez voir, d'ici mars, il y aura la campagne présidentielle 2027, si tout se passe comme prévu, qui devrait enchaîner. Le jeu d'Europe Écologie est intéressant parce que c'est quand même un parti qui est un peu central à gauche. On a parlé de Glucksmann, on a parlé de Ruffin qui sont un petit peu plus déportés. Là, on parle d'un vrai parti très important du NFP, même si c'est pas un trop gros. Voilà, donc, on va regarder ça. Je te propose de regarder ce qu'elle nous a dit, notre noisette bio, là, notre noisette artisanale. Je sais pas comment. C'est euh, ça. euh, voilà. Noisette locale et fair trade. C'est ça, exact. Max Avelar, voilà. C'est parti. Vous savez, Parler les l'une de écologistes l'autre. sont très déterminés. On ne va pas laisser faire, laisser tout ça tomber en charpie et jouer au jeu des 7 différences, alors que l'extrême droite, non pas été aux portes de pouvoir, mais en a déjà franchi le seuil. Ça, c'est intéressant. Alors, Je te laisse démarrer. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on voit tout le temps, les noisettes, elles ont qu'elles soient bio, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient locales, qu'elles soient protectionnistes, elles ont toutes le même discours sur la menace fasciste aux portes du pouvoir. Ouais, je te c'est laisse. ça, la menace fasciste. Menace fasciste qui, bien sûr, n'a pas du tout pullulé sur les manquements de la gauche de ces 40 dernières années. Évidemment, hein, Chris, ça, Non. c'est vraiment les gens qui sont de très, très mauvaise foi qui pourraient dire, par exemple, que le fait que le pacte racial proposé par le RN, par exemple, séduise de plus en plus de gens, enfin de plus en plus, en tout cas beaucoup de gens, sur ces dernières élections, est probablement un peu lié au fait que actuellement, quand on est militant à gauche, c'est difficile en fait de mobiliser les gens sur un projet qui donne vraiment envie, qui donne envie d'aller voter déjà, mais qui donne envie aussi de mener un mouvement social qui pourrait accompagner une vraie politique de transformation et tout ça, parce que les dernières fois où on a eu la gauche au pouvoir, ça a été l'enfer en fait. Enfin, peut-être, tu sais, ils ont l'air de complètement oublier ce qu'a donné cette alliance type gauche plurielle, tu vois, qu'il y avait sous Jospin, par exemple, etc., en termes de renoncement de la gauche et d'impact que ça a pour persuader les gens que, en fait, la théorie du RN qui est de dire il n'y en a pas assez pour tout le monde, le gâteau est de plus en plus petit, donc il faut qu'on soit moins nombreux à bouffer dessus. Donc il faut qu'on sélectionne qui sont les gens qui ont le droit de partager le gâteau et qui sont les gens qui n'ont pas le droit. Et donc ça crée la proposition de pacte racial avec la France, les Français d'abord, etc. Sélectionner qui sont les bons et les mauvais Français aussi, hein, parce qu'il y a les Français de papier et tout ça. Tout ça, ça pullule aussi sur le fait qu'il est difficile aujourd'hui d'arriver avec un discours de gauche qui dit
C'est pas vrai qu'il y en a pas assez pour tout le monde. C'est pas vrai, c'est des manières de s'organiser, c'est des manières d'organiser notamment le mode de production, qui fait qu'une grosse partie de la richesse est captée, volée par une toute petite frange de la population, par la bourgeoisie qui exploite, etc. Et qu'on aurait possibilité de faire autrement. Non seulement on en aurait la possibilité, mais en plus, ça serait beaucoup plus logique. On le développe, nous, souvent ici, hein, le fait que dans les politiques, sur les services publics, dans les politiques économiques, en fait, les gens qui tiennent un discours radical comme le nôtre, ce ne sont pas des gens qui sont utopistes. Ce sont les gens les plus rationnels dans la situation dans laquelle on est. Le problème, c'est que donner envie, mobiliser sur un projet comme ça, quand à chaque fois que la gauche a pris le pouvoir, ça a été une catastrophe. La dernière catastrophe en date étant bien sûr le quinquennat de François Hollande, qui a mis le pied à l'étrier de Macron et qui a vraiment fait une politique droitière avec la loi travail, le CICE. Enfin voilà, on ne va pas refaire tout le bilan catastrophique de François Hollande. Ce que Marine Tondelier ne comprend pas là-dedans, c'est que ce qu'elle pense être, enfin ce qu'elle nous présente comme étant le barrage absolu à l'extrême droite, c'est-à-dire faire l'union de la gauche de gauche à la gauche de droite, c'est en fait le terreau sur lequel l'extrême droite a pullulé et va continuer de pulluler si on reste dans cette erreur, quoi. Mais voilà, bon, Ouais. attitude de noisette assez classique, j'ai envie de dire. Et en plus, tu sais, ça nous fait croire, et là, je vais te laisser développer là-dessus, Chris, mais que nous, on l'a déjà dit ici plein de fois, mais c'est totalement faux de raconter, même quand on regarde l'histoire politique semi-récente, on va dire des dernières décennies en France, c'est faux que pour que la gauche gagne, il faut qu'elle soit unie au premier tour. C'est faux. Ce n'est pas la manière dont ça s'est passé les fois où la gauche a pris le pouvoir. Bah, Donc voilà, moi je te laisse donner ton avis sur Marine Tondelier, reine des noisettes bio, mais déjà c'est... Non, mais alors, t'as bien résumé, puis t'as fait une bonne introduction sur justement, on parle souvent de la solution raciale et raciste du RN. On a du mal souvent à rappeler comment on en arrive à là, c'est-à-dire ce problème. Et t'as bien rappelé ce néolibéralisme qui crée de la pénurie et qui oblige à dire, bah ok, s'il y a de la pénurie, s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, comment on fait? Chez Marine Tondelier, en plus, elle est pas... Là, les écologistes ont un vrai problème. Parce que eux, face à ça, ils disent non, mais c'est pas qu'il y en a pas assez. C'est qu'il y en a trop, Zoé. C'est-à-dire qu'ils ont un espèce de... en plus, dans leur vision, eux, ils veulent une pénurie volontaire et organisée selon des critères écologiques. C'est-à-dire que eux, en plus, ils mettent une musique du style il y en a trop, il en faut moins. Il faut faire une écologie punitive. En ce moment, il y a les lois là les propositions de loi sur les ZFE, tu sais. Alors toi, tu peux en parler. Je pense que je vais te refaire une petite passe décisive là en tant que bon numéro 8 pour le numéro 10. Mais tu es en campagne, tu sais ce que c'est. Va dire aux gens ah bah non, vous pouvez plus utiliser tel véhicule, etc. Donc eux, ils sont en plus dans une logique où ils vont faire accepter la pénurie et ils vont dire c'est trop bien, c'est une opportunité de moins consommer, de moins produire, etc. Or, la problématique, comme tu l'as dit, de la production et de la surfabrication, etc., est un problème du capitalisme, du taux de profit. C'est un problème non pas de surproduction de besoins pour les gens, c'est un problème de surproduction pour l'accumulation du capital. Aujourd'hui, on surproduit des choses inutiles et on sous-produit des choses utiles. Donc, il n'y a pas un problème, de masse globale de production. Il y a un problème de comment on la répartit, c'est-à-dire comment on l'organise, comment on la planifie pour que tout aille dans les besoins. Et ce qu'il faut bien faire comprendre aujourd'hui aux gens, c'est sortir de la pénurie, ce ne sera jamais le faire en rationalisant soit par un pacte raciste, soit par une écologie punitive qui obligerait justement à dire il en faut moins, il faut de la satiété, il faut un peu de recul. Non, il y a des gens, je suis désolé, et surtout le prolétariat le plus bas, c'est des gens qui surproduisent quand ils sont dans leur phase de producteur. Voilà, ils fabriquent des centaines et des centaines de marchandises qui vont permettre de la plus-value, etc. Et eux, ils sous-consomment derrière. Il y a des gens qui n'ont pas assez. Donc, il va falloir faire en sorte que des gens aient assez
Donc il y a c'est d'abord de la nourriture de qualité, c'est d'abord des équipements, du logement, mais c'est aussi des services de santé, etc. Tout ça, c'est des forces productives qu'il va falloir construire, développer, mettre en branle. On peut pas. Aujourd'hui, l'appareil productif, les forces productives, les hôpitaux, etc., ne sont pas suffisants. Donc ça, il va falloir en produire, il va falloir s'organiser pour planifier. Et puis, à côté de ça, il y a des choses qu'il va falloir soit transformer, soit arrêter de produire. Et là, le discours écologique sur le capitalisme, on l'avait vu une autre fois dans une vidéo avec Padu, tu sais, quand elle est à l'Humanité, là, je sais pas si tu te rappelles. D'ailleurs, tu m'avais retoqué parce que je l'avais traité de Karen. Merci, tu m'avais défendu. C'était très grave. C'était vraiment très grave. Voilà, mais je persiste. Son incapacité à dire la sortie du capitalisme, tu vois, son incapacité justement à penser le capitalisme comme fabricant de la valeur d'échange et non pas de la valeur d'usage des besoins, et donc mettant des marchandises de manière chaotique sur on va dire, dans la société, ou soi-disant le marché pourra réguler tout ça, est une catastrophe. Donc c'est pour ça que la logique de la pénurie, comme tu l'as bien rappelé, a un impact raciste, mais a aussi un impact écologique punitiviste. Et là, je vais terminer. Quand on voit que les écolos, sur ces derniers temps, ils ont voté des crédits de guerre monstrueux. Monstrueux. C'est-à-dire que... et à côté de ça, ils vont vouloir faire de l'écologie punitive, c'est-à-dire laisser les fabricants de voitures neuves électriques décider sans la planification et juste mettre des incitations, des crédits, etc. Enfin, on est vraiment dans une logique de la pénurie fait par des petites classes bourgeoises, violentes, antipopulaires. Et là-dessus, et je termine là-dessus, mais ça, c'est clairement des renoncements de la planification à gauche, de la transformation de l'appareil industriel, de la resocialisation de forces productives. C'est vraiment des incitations, des petites taxes, des machins, laisser l'appareil industriel dans les mains des capitalistes. Et donc là, Marine Tondelier, quand elle dit arrêter le jeu des 7 différences, moi j'en vois 700 ou 7000 ou 700 000, tu vois. C'est un peu le problème, c'est que avec Zoé, nous on a fait le jeu, et ben il y en a pas que 7 en fait, quoi. Voilà, et c'est un peu le souci. La question, c'est en fait, on pourrait presque plus essayer de dénombrer les points d'accord que les points de désaccord en réalité entre un Glucksmann et un dirigeant de LFI actuellement, tu vois. Exactement. Et pourtant, les deux restent en réalité dans un spectre réformiste, tu vois. On peut pas dire que LFI soit un parti révolutionnaire actuellement, mais il n'empêche que Glucksmann est tellement déporté quasiment sur une ligne macroniste et là tu parlais de l'international qui est une ligne de fracture majeure évidemment, et plein d'autres. Et tu vois, là, quand Marine Tondelier, tiens, tu rappelles tout leur rapport à l'écologie punitive, etc., qu'on s'entende bien, hein, nous, on dit pas que l'écologie n'est pas un sujet. On dit que l'écologie ne peut pas, on ne peut pas être de gauche et essayer de répondre aux problèmes écologiques qui sont posés actuellement sans aller questionner directement le mode de production. La phrase très classique, tu me fais une c'est petite de dire passe que D, mais juste... l'écologie sans capitalisme, c'est du jardinage. Ouais, mais moi, juste pour faire une petite passe décisive, parce que sinon je vais l'oublier, ce que tu as dit, et c'est notre ligne, moi, on va paraphraser une célèbre phrase, mais on va dire l'écologie est un sujet trop important pour le laisser aux écologistes, quoi. C'est un peu c'est un peu notre ligne, quoi. C'est exactement ça. Et tu vois, là, sur les propositions, là, les ZFE, les zones à faible émission, pour aller très très rapidement, hein, sur ces sujets-là, en fait, c'est assez précis que les écologistes soient très, on va dire, à la pointe sur ces questions-là, parce que ça montre où ils sont situés dans le graphique, et tu l'as rappelé tout à l'heure. Les gens qui vivent chez moi, par exemple, on est en zone rurale, on est à 40 minutes de la préfecture du département, qui est une petite ville moyenne de province. La voiture est le seul moyen de se déplacer. Le seul moyen. Tu peux faire un peu de vélo, mais bon, le vélo, tu vois, s'il faut que tu commences à faire 30 bornes le matin, 30 bornes le soir pour aller faire tes 3-8 à l'abattoir,
En hiver, quand il pleut et tout ça, tu vois, ça commence à être Ouais, un petit quand, peu compliqué quand quand t'as même. pas d'éclairage, voilà, enfin c'est. Oui, voilà, t'as pas Mm, d'éclairage public, mm, les routes sont pas pensées pour que tu puisses y rouler à vélo, c'est des routes à 80, enfin voilà. Et les gens en général ont des bagnoles qui sont pas des bagnoles récentes et sont des bagnoles qui consomment plutôt beaucoup de carburant. Et donc ce sont des gens qui se retrouvent dans des situations où on est en train de leur parler de bonus écologiques pour acheter des voitures électriques. Alors en plus, on pourrait vraiment, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais discuter du caractère écologique d'une voiture électrique avec son coût de production, etc., par rapport au fait de faire durer les bagnoles qui roulent déjà et qui roulent et qui pourraient rouler encore pendant des années. Et le simple fait que quand on parle de gens qui sont à 1300 balles, à 1300 balles de salaire, qui ont déjà, le prix de l'essence et tout qui pèse, extrêmement lourd, le prix de l'assurance de la bagnole et cetera. Se déplacer en campagne, c'est un budget très cher. C'est un budget très cher et pas que, hein, enfin, je veux dire, il y a plein de gens en zone urbaine qui sont dans les mêmes problématiques. Venir tenir un discours de: «Ouais, tu vas avoir un bonus de 5 000 €, du coup, la bagnole électrique va t'en coûter que 18 000», tu vois? Enfin, c'est évident qu'en fait, les gens n'ont pas les moyens même de payer un leasing, sur ce type de bagnole, quoi. Et c'est pas pour rien que, les mouvements sociaux type gilets jaunes et tout sont partis de ces problématiques-là, qui étaient des problématiques très pratico-pratiques sur le coût de la vie quotidienne, le coût du déplacement, le coût du logement et là, pour le coup, le coût du carburant. Et où au début, tu as eu toute une partie de la gauche qui a été très frileuse en trouvant que ouais, quand même, c'est des gens qui veulent cramer de l'essence, c'est vraiment probablement des droitards et tout, sans voir la question de classe qu'il y avait derrière dans cette histoire. Et c'est un peu le résumé de ce que font les Verts tout le temps, c'est-à-dire oublier complètement la question de la lutte des classes, aussi bien dans leur manière de penser leur projet écologique que dans les applications concrètes et dans les lois concrètes qu'ils font passer, quoi. Et donc, ça fait qu'ils font leurs 3-4%, bien en haut, légèrement à droite, enfin, bien en haut au milieu du graphique, là, dans la classe sociale auquel ils parlent, parce qu'ils peuvent pas parler en bas à gauche, quoi. exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, parce que là, elle parle de ces fameuses 7 différences. Parce que là, elle veut, je sais pas, t'as remarqué un peu, elle est pas pour les forceurs, Marine Tondelier, quand c'est les européennes, mais quand son parti au présidentiel est en jeu, elle fait un peu plus de forcing. Voilà. Mais là, c'est très intéressant parce qu'elle parle des 7 différences. Bah, effectivement, la FI s'oppose aux ZFE. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de combat populaire. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, cette analyse qui ne va pas à la lutte des classes, c'est que déjà, elle est idéaliste, elle n'est pas assez matérialiste. Elle croit, par exemple, que le choix de la bagnole au diesel, etc., est un choix conscient, rationnel, Oui. comment dire, des individus. Or, c'est faux. L'organisation sociale, et là vous pouvez lire des grands marxistes spatiales, Henri Lefebvre, etc., est conditionnée par un certain mode de logistique du capitalisme. Non seulement, dans les années 50-60, quand les équipements se sont créés, ils se sont centralisés autour de la production de masse, vendue non plus sur des points diffus de marché comme c'était avant, mais sur des grandes surfaces de supermarchés. Donc cette logistique-là, c'est-à-dire de grandes distributions, comme on dit aujourd'hui, se fonde forcément sur des modes de logistique avec des approvisionnements en camion, parce que c'est des points de concentration, et des approvisionnements à l'échelle individuelle en voiture. Quand vous concentrez, par exemple, avec des grandes surfaces, alors, je sais pas, toi, tu es très en campagne, donc je sais pas c'est quoi la grande surface la plus proche pour toi, Zoé, ça peut être Ah, intéressant. c'est 15 kilomètres. Ouais, Ouais, 15-20 kilomètres. donc tu vois, quand tu fais ça, tu sais que déjà, tu as un temps logistique pour y aller, revenir, etc., qui fait que tu es obligé de le faire en voiture, parce que la voiture, c'est pas simplement le moyen de se déplacer, c'est aussi ce que les gens oublient, la taille utile. Il faut 100-120 litres, voilà, de course, parce que vous pouvez pas y aller tous les jours. Aussi parce que les méthodes, le fait que les femmes travaillent, le fait que les hommes aussi travaillent. Donc tout ça, c'est des modes de logistique organisés autour d'un certain agencement des forces productives. La concentration des moyens de production, la concentration des moyens de distribution, donc la voiture, donc la comment dire, donc la route, donc le frigo, voilà. Et c'est des modes de logistique sur les ressources matérielles des gens qui sont
fondamentales auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Enfin, moi, j'ai aussi grandi en campagne. J'ai des amis qui ont grandi en ville. Mais tu sais ce que c'est? Il y en a pour qui passer le permis, c'est un loisir, et d'autres pour qui c'est une survie. Moi, en campagne, c'était... En plus, tu sais, j'ai arrêté les études assez tôt, donc il fallait que j'aille travailler et tout. Mais si t'as pas de voiture, tu peux pas... C'est une logique de survie. Donc, penser comment dire, cette transformation par l'incitation individuelle, comme si c'était des choix qui n'étaient pas faits et qu'il fallait juste un peu contraindre, juste un peu réorienter, c'est absolument faux. La campagne, alors, et en plus, on peut finir là-dessus, mais là-dessus, tu le sais aussi, elle est en plus... Ça, on parlait de la période hégémonique, quand tout le monde commençait à avoir accès au frigo, à la voiture, et que ça posait pas encore de problème. Mais en plus de ça, maintenant, le néolibéralisme, depuis 30 ou 40 ans, désertifie ces endroits-là. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec des petits bourgs où il n'y a même plus de supérette, même plus de boulangerie. Je te laisse la passe D pour les soins, mais enfin, c'est une catastrophe aussi. Et la seule chose qu'il y a, c'est le centre commercial à 20-30 km. Donc, l'orientation des forces productives de l'après-guerre autour d'une certaine mode de logistique concentrationnaire des forces productives pour faire de la plus-value. Et ensuite, la désertification des zones qui étaient forcément moins nombreuses, donc moins rentables pour le néolibéralisme depuis les années 80, rend la voiture quelque chose d'indispensable. Et d'ailleurs, c'est intéressant maintenant, tu le sais, comme c'est le seul point logistique, les cabinets de médecins, les cabinets médicaux qui se montent maintenant se mettent à côté des grandes surfaces parce que c'est un moyen de capter des gens. Donc tout ça, c'est une analyse antimatérialiste, anti-lutte des classes comme tu l'as rappelé, et de fait anti-marxiste, quoi. Donc, C'est ça, bon. On va écouter ce que nous dit Marine, mais vous l'avez compris, nous ne sommes pas des Marine fans, des Marine Tondelier fans. On a plus que cette différence. On a essayé de tous les deux mettre du vert avec Ouais, Zoé pour c'est quand ça, même qu'il y ait au moins un point commun, mais vous voyez. exactement, avec Karen Tondelier. C'est un message solennel que j'ai adressé à Emmanuel Macron ce matin. J'adresse le même à tous mes collègues de gauche parce qu'on va avoir besoin de tout le monde pour ramener Très et pour déterminé sauver à ne pas choisir votre l'humanité. camp. Mais c'est pas une absence de ligne politique, madame, de ne pas choisir son camp. C'est une ligne en soi. Ça s'appelle l'antifascisme. Je note, dans son antifascisme, même Macron. Donc vraiment, on est sur le discours du centre de la noisette. On est vraiment sur le discours macroniste. Voilà. Il y a le RN, qu'il faut éviter. Et on est prêt à tous les renoncements possibles. Et on met même Macron dans les antifascistes, quoi. Enfin, on est en délire, quoi. C'est la version Tondelier du barrage républicain. C'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le castor Macron croque la noisette Europe Écologie. On va au bout de la métaphore, là, c'est vraiment ça, quoi. Les écologistes, depuis des mois, plaident pour qu'il y ait un cadre commun, c'est vital. Jean-Luc Mélenchon est invité, Raphaël Glucksmann est invité. Et je le dis assez solennellement, les absents auront tort. En fait, à un moment, il faut savoir placer ses égos et ses différences en dessous de l'intérêt général. Et l'intérêt général de la France, et notamment du peuple de l'écologie et de gauche aujourd'hui, c'est qu'il y ait une candidature commune. Ah putain, bon. Déjà, moi, j'en peux plus de la rhétorique de l'ego, Chris. Je te le dis, je n'en peux plus. C'est vraiment une manière de psychologiser les oppositions politiques qui est insupportable. Tu l'as dit, je crois, dans la capsule sur la guerre Bardella-Le Pen que le graphique avait prédit et qui démarre. Penser que les oppositions au sein d'un parti ou au sein d'un camp politique entre des personnes sont des oppositions d'ego, c'est-à-dire des gens qui se regardent le matin en se rasant et qui veulent en être et qui du coup se battent pour ces raisons-là parce qu'ils veulent que ça soit eux et tout. C'est vraiment gommer le fait qu'en réalité, derrière les histoires de personnes, il y a des histoires de lignes. Il y a des lignes politiques qui s'opposent, qui ne sont pas les mêmes. Et tu vois, c'est quand Corbière, Garrido, Autain et tout ça se sont barrés, tu sais, on a parlé de problèmes interpersonnels, etc. En gommant totalement le fait que c'était aussi un problème de ligne. Que c'était aussi un problème de ligne. Et là, elle est en train de nous faire croire que Mélenchon et Glucksmann, ils se battent parce que chacun veut être calife à la place du calife. En gommant totalement le fait que Raphaël Glucksmann, pour des gens qui sont comme nous, c'est-à-dire, on va dire, positionnés à gauche de LFI et qui soutenons LFI
aux élections, on va dire, par pragmatisme, même si vous avez pu nous entendre en parler un certain nombre de fois, moi notamment sur les questions de handicap, de santé. Je peux avoir des réelles oppositions hein, avec LFI sur certains de leurs positionnements. Ça peut être le cas sur d'autres trucs où nous, on aimerait voilà, que le programme aille plus loin sur certains points et tout ça. Il n'empêche que des gens comme nous, par exemple, qui représentons quand même une grosse partie de l'électorat LFI, qui sommes en demande d'un projet de gauche radicale, etc., on ne peut pas voter pour Glucksmann. Et ce que Tondelier, c'est ce que tu avais expliqué plein de fois en expliquant que la politique, c'est pas de l'arithmétique, c'est pas je prends les 2% de Philippe Poutou, je prends les 15% d'Emmanuel Macron, je prends ça, je prends ça et je prends ça, et paf, à la fin, ça fait un candidat qui fait 80%, ça n'a aucun sens. Parce que si vous allez chercher certains électeurs sur certains projets politiques, vous allez en perdre d'autres qui n'ont pas les mêmes intérêts de classe, la même vision du monde, qui ne sont pas séduits par le même projet, etc. Donc, c'est insupportable cette espèce de psychologisation et cette espèce de manière au final de ne jamais parler du fond des sujets parce que Marine Tondelier, quand même, tu l'entends très rarement parler de projets politiques, de vision globale, de vision du monde et de possibles, tu vois, de futurs possibles. Tu l'entends parler de petites tambouilles au moment T, etc. Et c'est comme ça qu'elle peut te sortir au détour d'une phrase ouais, il y a des grands dangers, il y a l'écologie et il y a la paix, sans rappeler ce que tu as fait juste avant, Chris, ce qui était très bien sans rappeler que les écologistes ont voté des crédits de guerre massifs actuellement pour l'armement, etc. Donc c'est quand même c'est quand même un niveau de foutage de gueule qui est à noter, quoi. C'est ce que tu disais, cette idée d'ego est dépolitisante. Et tout ce que Mais fait oui, Marine Tondelier, et je vais dire un truc, Marine Tondelier est beaucoup plus dépolitisante que Raphaël Glucksmann. je Elle, suis elle- tout à fait d'accord. elle est beaucoup plus dépolitisante parce que justement, comme tu dis, elle ne veut pas parler de ligne. Elle fait croire que qu'il y a pas, il y a moins de cette différence et que c'est un problème d'ego, alors que c'est des problèmes. L'exemple de la guerre, l'exemple des ZFE, Mmh. etc. C'est un problème de ligne profonde. Et il y a une deuxième dépolitisation dont on vient de parler, c'est cette idée de le fascisme est à nos portes. C'est cette Ouais. idée de on va combattre le fascisme par les pires renonciations. Mais rangez-vous derrière Macron. Faites une proposition, faites un congrès à Versailles avec les 2 tiers du Parlement, le Sénat et l'Assemblée, et puis faites une loi constitutionnelle pour que Macron soit élu à vie et fasse rempart à vie contre Marine Le Pen. Faites ça. Mmh. Si vous considérez que... et je le dis clairement, hein, je le dis en toute honnêteté, si vous voulez barrer Marine Le Pen ad vitam aeternam, faites ça, faites en sorte que Macron soit un président à vie et vous serez content. Elle l'a commencé par le dire. C'est une catastrophe. C'est renonce. Tu vois ce que je veux dire. Je disais, Mmh. moi, c'est ce qu'ils appellent des comment dire, des concessions sont des renoncements, en fait. Tu Mmh. vois. Et ces renoncements ne sont pas apparaissent comme repousser l'échéance fasciste, mais en fait, ils la fabriquent, ils la construisent. Là, vous êtes en train de dérouler progressivement un tapis rouge vers l'extrême droite. À vouloir faire ça, vous êtes... Parce que vous ne... Ce qu'on disait nous, c'est-à-dire dans le graphique, etc., vous ne fabriquez pas un contre-projet hégémonique face à l'extrême droite, c'est-à-dire avec autant d'intensité populaire, d'intensité de transformation, d'intensité de radicalité en face du projet raciste, dans un projet à gauche. Ce projet défensif, personne n'en veut. Il n'a aucun sens. Il n'a aucune saveur parce que vous mélangez des choux, des carottes, de la tartiflette, du couscous. Voilà. Et c'est le tapis rouge. C'est ce que fait Marine Tondelier, là, ce qu'elle vient d'exprimer, c'est le tapis rouge pour le fascisme qui, lui, justement, a cette cohérence et cette radicalité face à la crise. Et si la gauche n'a pas une cohérence et une radicalité au moins aussi intense, elle ne pourra pas l'en empêcher. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mon Chris. Tout le monde pourra noter que tu as tenté un petit néologisme de la renonciation, mais que tu es revenu dans le droit chemin juste après, mon Chris, en revenant sur le renoncement, Pardon. après la bravitude de Ségolène Royal, la renonciation de C'est le position à vie. renonciationnisme de... c'est un nouveau C'est courant ça. politique. C'est voilà la renonciation noisettienne. C'est même plus réformiste, tu sais, c'est renonçance. C'est indicible en fait. C'est pour ça Trop que dur, je trop veux dur pas, à dire, trop dur à je vais dire, pas le dire. Mais ouais, trop dur à dire. c'est vraiment ça. Mm.
Voilà, donc la farce tondelier qui continue, donc ils vont continuer de s'agiter, parce que la réalité, c'est aussi que les Europe Écologie Les Verts ne peuvent pas avoir, d'existence propre pour toutes les raisons qu'on a développées, juste avant dans cette capsule et donc eux, ils ont un besoin, de faire perdurer parce que au delà des histoires d'ego, par contre, il y a des vraies questions sur, le les on va dire, l'économie des partis politiques et donc la nécessité d'avoir des élus, d'éventuellement de te faire rembourser ta campagne et cetera pour perdurer, pour faire perdurer ton appareil de parti. Ça, c'est aussi des questions qui se posent et probablement que dans le désir absolu d'Europe Écologie Les Verts de faire une grande alliance, et cetera, il y a leurs besoins à eux en termes de survie pour pouvoir exister justement au sein de ces 2 grandes forces à gauche, c'est-à-dire, le bloc, de gauche de droite et le bloc de gauche, plus radical. Et ben voilà, Marine Tondelier, reine des noisettes, tente de nous expliquer, quelle est la clé de voûte, et que ce sont les autres les méchants. Si tu veux, moi, pour conclure, toute cette rhétorique, tu sais, de, «L'histoire vous jugera», «L'histoire vous regarde» et cetera, je trouve que venant, de la partie de la gauche qui, au hasard, en octobre 2023, ne s'est pas tout à fait, bien positionnée d'emblée, sur les questions, par exemple, liées à la Palestine, où il y avait déjà tous les indices pour se positionner du bon côté de l'histoire. Je trouve que c'est particulièrement honteux de tenir cet argument de l'histoire vous jugera quand on s'est aussi mal positionné sur des sujets aussi graves ces dernières années. Là, je parlais de la Palestine, mais l'histoire des renoncements du PS a été très longue, très ancienne, et Europe Écologie Les Verts et les Verts à l'époque y a largement participé. Donc voilà, Chris, est-ce que tu as envie de dire un petit mot de la fin? Je vais finir, c'est moi le graphique qui me dit de dire ça. Au final, la prévision, ce sera que elle l'a dit dans Regard. Je sais pas si on en a parlé avec Padu dans une autre capsule. Ouais. Mais au final, elle n'y arrivera pas. Il y aura pas de. Enfin, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'y aura pas d'unité possible, justement parce qu'il Non. y a 2 forces cohérentes. euh, Glucksmann et derrière lui l'appareil du PS, Nicolas Meyer-Rossignol, etc. Mais même Fort d'ailleurs qui a compris qu'il fallait pas qu'il fasse d'alliance avec la LFI. Mm. Donc il y a une force qui se constitue autour de PS et Glucksmann. Et il y a l'AFI. Donc elle y finira par y aller toute seule. Voilà. Et elle l'a dit dans Regard, elle a dit quitte à ce que Glucksmann et Mélenchon se présentent, bah pourquoi nous pas avoir de candidats? Bah oui, c'est ce que vous ferez, et vous ferez 3-4%. Mais comme tu dis, vous ferez une campagne pas chère parce que cette fois vous serez peut-être un petit peu plus convaincu qu'en 2022 que vous n'aurez pas les remboursements, mais ce sera le seul moyen de faire exister votre parti et de votre ligne, puisque personne ne veut de vous, ni à la FI, ni au PS, quoi. Exactement. Bon, sur ces paroles un peu dures de Chris envers notre pauvre Marine Tondelier, il ne nous reste qu'à vous suggérer d'aller voir la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne principale de Padu, dans les pas d'Anas Kazib, où Padu se balade avec Anas sur des lieux qui ont été importants pour son parti militant. Ça passe par Sarcelles, ça passe par le local Sudrail à Gare du Nord. Anas, il y parle de sa jeunesse dans un quartier populaire de l'Île-de-France. Il y parle de son parcours, de sa politisation. Il parle de syndicalisme, il parle de droits des travailleurs immigrés. Bref, il parle de plein de trucs. C'est absolument passionnant. On est très fiers à la Brèche de pouvoir proposer ce type de vidéo parce qu'on a envie qu'elle reste et on pense qu'il y a un vrai intérêt à voir ce genre de choses. Donc allez la voir. Vous pouvez aussi aller vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aller lire le site de la revue Position Revue, Position au pluriel Revue, sur lequel est sorti un article là très récemment, hein, Chris, je crois. Bah, on en sort très souvent. Il y a Oui, toujours les chroniques de l'exploitation qui sortent c'est ça. de manière régulière. Et là, on a un article écrit par notre camarade Dimitri, qui est Oui, mieux connu sous le nom de Doumit, qui est approfondi de manière sereine le débat avec Norman Ajari mm, sur sa pensée, sur son livre, sur ses derniers livres, un de ses premiers sur la dignité ou la mort et sur le, le manifeste afro-décolonial. Là. Allez voir ça, c'est intéressant. Et voilà,
C'est Ça de parle de la... marxisme et d'antiracisme, c'est Exactement. très intéressant effectivement. Vous pouvez vous abonner à nos Twitter, à nos Blue Sky, même si moi j'y suis pas très active, à l'Insta de Padu. Sur ce, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne À journée. l'insta de À plus tout le position. monde. Ah oui, à l'Insta, oui, pardon, à l'Insta de Position. Position à un Instagram maintenant, évidemment. Et donc, maintenant, on vous souhaite une bonne journée. À plus tout le monde, salut. Salut.